Et si on vous donnait 4 millions de dollars demain pour lancer votre boîte, par simple conviction? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé cet été lors d'un séjour à San Francisco et c'est ce que je suis venu vous raconter ici ce soir. Je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Cosne-sur-Loire. Et oui, j'ai appris en faisant cette diapositive que Cosne-sur-Loire a un écusson. Et à l'issue de mon bac, je suis parti faire mes études au Japon, puis à l'Imperial College de Londres. Et en parallèle de mes études, j'ai monté ma première entreprise avec mon meilleur ami du lycée. Et après 2 ans de travail acharné, elle n'a jamais vraiment trop décollé. Et avant de, entre guillemets, commencer des jobs normaux, on a décidé avec mon ami de partir de la Silicon Valley pour tester toutes les idées qu'on avait eues au fil des 2 dernières années et vraiment d'essayer de tenter le tout pour le tout. Et donc on se retrouve dans une Hacker House, qui est une maison où les fondateurs de startups s'entassent, s'empilent pour essayer de lancer leur boîte dans la Silicon Valley. Dans un autre, on était à peu près une trentaine. Et 3 mois plus tard, on lève 4,1 millions de dollars. Et je précise tout de suite, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai réussi. Je ne suis pas venu ici pour partager une success story. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est ce que j'ai observé en faisant la navette entre l'Europe et la Silicon Valley, de vous partager ce que je pense qu'on peut appliquer dans l'écosystème européen pour avancer, et aussi pour partager un peu d'espoir et démontrer que parfois il est vraiment sincèrement possible d'y croire. Alors, on entend souvent dire que ce qui nous sépare de la Silicon Valley, c'est surtout une question d'argent. Et c'est un peu vrai. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à en tirer. Alors effectivement, il y a une statistique qui est assez frappante, c'est que seulement dans la ville de San Francisco, qui a seulement 800 000 habitants, il y a 2 fois plus d'entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars que toute l'Europe réunie. Alors, pourquoi ce constat? Est-ce que c'est qu'on crée moins de startups? Alors la réponse est non. Par habitant, on crée des startups à peu près au même rythme que les Américains. Est-ce que les Américains sont plus intelligents? Voilà. Non plus. On le voit bien dans les entreprises américaines, il y a énormément de Français, d'Allemands, de Suédois. Donc c'est pas ça. Bon, il y a une réalité tout de même financière, un écart que je me dois de mentionner, on le voit souvent, c'est que la différence d'investissement institutionnel, c'est-à-dire l'investissement qui est dédié aux startups, aux entreprises à forte croissance, il y a quand même un grand écart. 52 milliards en 2024 pour 274 milliards aux USA. Et l'une des raisons principales, c'est que les fonds de pension américains, c'est-à-dire l'argent qui est investi dans les retraites des gens, ils investissent 1,9% de leurs actifs aux États-Unis, alors qu'on investit 0,01% de nos actifs en Europe. Donc 190 fois moins, voilà la raison. Mais justement, l'erreur qu'on a tendance à commettre, c'est de voir ces chiffres et un peu s'y résigner, et se dire que c'est une réalité structurelle et qu'on ne peut rien y faire. Et donc, la lueur d'espoir que je suis venu essayer de partager ici ce soir, c'est justement l'expérience de cette Silicon Valley et que le capital a suivi la culture. À la base, l'investissement en start-up a été créé par des entrepreneurs qui, après avoir vendu leur première entreprise, ont choisi de le réinvestir dans la génération suivante. Et l'exemple le plus parlant, c'est celui de ce qu'on appelle la PayPal Mafia, c'est-à-dire que lorsque PayPal a été revendu en 2002, ses fondateurs ont créé un écosystème autour d'eux. Peter Thiel a été le premier investisseur dans Facebook. Elon Musk a créé SpaceX et Tesla, Reid Hoffman, LinkedIn. Ils ne se sont pas fait concurrence, mais plutôt ont créé un écosystème autour d'eux, et cet écosystème a attiré le capital. Et ça, on le voit à toutes les échelles à San Francisco. On voit des jeunes de 25, 26, 27 ans qui investissent leurs premières économies, des tickets de 25 000, 30 000 dollars, dans les startups de leurs amis pour les aider à débuter. Et ça va bien au-delà du simple capital. Dans cette même maison, cette Hacker House dans laquelle nous avions vécu, quelques semaines auparavant, Sam Altman était venu, il s'est assis, il a discuté avec tout le monde, sans ego, comme une personne normale. Et ça, c'est révélateur de quelque chose de profond dans la Silicon Valley. C'est que les gens qui ont réussi offrent leur temps. Ils ouvrent leurs portes, ils partagent. Et donc, c'est par ce biais que le capital a suivi la culture. Et cette réalité qui est maintenant structurelle aux États-Unis s'est forgée au départ par le biais des entrepreneurs.
et pas l'inverse. Et c'est là qu'il y a l'espoir. C'est si on arrive à changer cette culture entrepreneuriale européenne, le reste suivra. En tout cas, c'est ma conviction. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qui est dans notre contrôle? Je vais vous parler de ce que j'ai observé de la Silicon Valley et ce que j'essaie aussi, parfois imparfaitement, de changer chez moi. La première chose qui m'a vraiment frappé, c'est que dans la Silicon Valley, on investit d'abord dans le fondateur. Si la personne est innovante, ambitieuse, on part du principe qu'elle réussira. Et même si l'entreprise échoue, ça n'affecte pas la réputation du fondateur. On a le droit d'échouer. On a le droit de recommencer. L'exemple le plus frappant de cette thèse, c'est une dame formidable que j'ai rencontrée qui s'appelle Danielle Strachman. Danielle a cofondé un programme qui s'appelle le Thiel Fellowship. Et ce programme, il donne un chèque de 100 000 $ à des jeunes de tout âge pour quitter leurs études et construire ce qui les passionne. Alors ce système, on en pense ce que l'on veut, mais elle m'a parlé de l'histoire d'Ethan. Ethan, au lycée, il était passionné de drones. Et elle l'a rencontré, elle lui a donné 100 000 $ avec lesquels il a construit un petit atelier dans son garage où il expérimentait avec des différents prototypes de drones. À 19 ans, il quitte le MIT et fonde Mac Industries. Et je ne sais pas si vous connaissez cette boîte, mais aujourd'hui, cette boîte est cotée à 500 millions de $. Et donc, dans cette histoire, ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas les chiffres, mais c'est le raisonnement qu'a appliqué Danielle avant d'investir dans ce jeune homme. Elle s'est posé la question, pas de ce qu'il a déjà accompli, mais plutôt de ce qu'il est capable de faire. Et je trouve qu'on est tellement habitué à juger les gens par leur parcours, leur diplôme, les cases cochées, que l'on oublie de regarder peut-être le plus important, qui est ce qu'ils ont dans le ventre. Je trouve que le pédigré, c'est une photo en soi du passé, alors que les compétences, c'est une fenêtre sur l'avenir. Alors, ce que je m'efforce de faire maintenant, quand j'essaie d'embaucher quelqu'un, d'investir, de collaborer, c'est d'essayer de me poser cette question en premier. Pas de ce que cette personne a prouvé, mais plutôt ce qu'elle est en mesure d'accomplir. Dans cette même Hacker House, décidément, il s'est passé beaucoup de choses. Un soir, on apprend qu'il y a un événement qui s'y déroule, que tout le monde va pitcher à une salle d'investisseurs. Pour mon meilleur ami Luc et moi, il était hors de question. On était venus sans clients, avec des vagues idées, et on se disait que si on pitchait des investisseurs aujourd'hui, sûrement on grillerait toutes nos cartes et ça serait impossible de réussir. Et puis un Américain de la salle nous entend et nous dit une question si simple et pourtant nous pose une question si simple et pourtant si puissante. Et si ça marche? Et si ça marche? Et c'est tout ce qui m'a suffi. Donc, je suis allé à cet événement, on a pitché, et effectivement, on n'a pas levé de fonds ce soir-là. On est rentré peut-être un peu quand même la tête basse, mais ça a été l'élément déclencheur qui nous a permis de rencontrer Cathy. Et Cathy est investisseuse institutionnelle dans la Silicon Valley. On la rencontre un jeudi, et le mardi, elle nous envoie un message en disant qu'elle va investir $1 million dans la start-up. Et ce soir-là, dans la Hacker House, on avait tout imaginé. Le regard des investisseurs, la honte, l'échec en public. On avait construit dans nos têtes un scénario de catastrophe. Et ce que j'ai appris, c'est que la chute n'est jamais aussi mauvaise qu'on l'imagine. On a tendance à surestimer le coût de l'échec et on sous-estime ce qui peut arriver si ça marche. Alors depuis, j'essaie de me forcer de faire l'inverse. Avant d'imaginer ce qui peut mal tourner, j'imagine d'abord ce qui peut bien se passer. Pas par naïveté, mais vraiment par choix. Parce que c'est ça, je pense, qui fait la différence entre quelqu'un qui tente et quelqu'un qui attend. Alors ça permet aussi de faire la transition avec notre rapport au risque. En parallèle de cette rencontre avec Cathy, on rencontre un fonds français. Et au bout de 10 meetings, une rencontre en personne pour un chèque estimé de 500 000 $, ils n'investissent pas dans notre start-up. Et c'est justement par ce mécanisme qu'en France, comme tout autre pays d'Europe, alors suffisamment capitalisé pour investir dans notre pépite, on perd ces start-up au profit des fonds américains plus ambitieux, plus rapides et plus aptes à prendre des risques. J'ai aussi appris dans la Silicon Valley qu'il est possible de se permettre de viser la Lune. Il y a cette mentalité à San Francisco qu'on entend souvent qui est le « go big or go home ». En fait,
ce que ça implique, c'est de se permettre de viser grand, partir d'une vision ambitieuse et de laisser la stratégie de l'entreprise en découler. Et un autre point culturel intéressant, c'est que c'est dans la prise de décision. Dans la Silicon Valley, toutes les décisions sont prises de manière collective. Il n'y a pas cette culture de blâme. Et quand il n'y a pas cette culture de blâme, les gens osent proposer des choses audacieuses. Ils n'ont pas peur de se tromper et ça accélère absolument tout. On a tendance à penser que les Américains sont plus individualistes que nous. Dans la vie, je ne saurais pas vous dire, peut-être que c'est vrai, mais ce que j'ai vu à l'échelle de l'écosystème et dans le travail, ils sont extrêmement collectifs. Là où peut-être qu'en Europe, on est plus collectif dans la vie, mais peut-être plus individualiste dans notre travail. Alors, on a abordé beaucoup de sujets ce soir, mais je pense que tout se distille en un apprentissage. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense aussi que tu peux choisir d'être chanceux. Je crois en ce qu'on appelle la surface de la chance. Et j'ai essayé de créer une image pour la représenter. Je vois la surface de la chance un peu comme un panneau solaire, et la chance en elle-même comme étant le soleil. Et on ne peut pas contrôler nécessairement les nuages, mais on peut contrôler la taille de ce panneau solaire et donc augmenter nos chances de faire quelque chose. Et je pense que cet Hacker House, c'était ça finalement. Cette rencontre avec Daniel, aller à cet événement. Je crois sincèrement que c'est en se mettant dans ce genre de pièces où on rencontre les bonnes personnes, où on parle de ce qu'on fait, où on ouvre les portes sans savoir ce qui se trouve derrière, qu'on peut augmenter nos chances. Et donc, le message que je veux faire passer, c'est que quand on casse les silos, quand on sort de son milieu, de sa discipline, de son cercle, c'est là qu'on crée des collisions. Un exemple, c'est un fondateur américain, un fondateur européen dans une maison américaine, un lycéen du Texas, passionné de drones, qui rencontre une investisseuse qui y croit. En fait, l'innovation n'a jamais émergé d'un monde homogène. Elle naît des failles entre les mondes. Et donc, si je devais vous encourager à faire une chose, c'est ayez des conversations que vous n'étiez pas censé avoir. Allez dans les pièces où vous n'étiez pas censé être. Les Hacker House, Station F, ce soir, ici, c'est des endroits où les mondes, justement, se percutent et c'est là que les belles choses se créent. Je vous ai parlé ce soir avec parfois beaucoup de certitude. La vérité, c'est que j'ai presque aucune certitude. Que ce soit de quitter la France, de lancer une boîte, d'échouer, d'aller dans la Silicon Valley, d'essayer de pitcher des investisseurs tant bien que mal, c'est des décisions que j'ai prises en doutant. Et ce qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser, c'est que cette peur, c'est la condition normale de quelqu'un qui avance dans l'inconnu. Et ce n'est pas une faiblesse. Ceux qui n'ont jamais peur, c'est soit ils ne prennent pas de risques, soit ils mentent. Alors, tous les week-ends, j'ai commencé à faire 3 heures de mentorat gratuit pour essayer d'aider des étudiants qui hésitent, qui ont une idée, qui n'ont pas encore le courage de l'exprimer. Pas parce que j'ai le sentiment d'avoir réussi, mais parce que j'ai fait un pas. Et que depuis ce pas, je peux tendre la main à quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Alors, avec tout ce qu'on s'est dit ce soir, j'aimerais vous laisser avec une question. Est-ce qu'on ne se permettrait pas d'y croire ?